Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radars vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Képhren. Hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides.
Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Kephren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines,
car elles étaient anormalement grandes. Mais c'était bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent à que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important.
Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Des étendues infinies de sable doré, des chaînes montagneuses dépourvues du moindre arbre, et un soleil de plomb au-dessus de votre tête. Et puis, contre toute attente dans ce décor désertique, surgit un petit groupe d'individus surexcités. Leur euphorie est comparable à celle que vous ressentiriez en gagnant à la loterie. Ils viennent tout juste de mettre au jour une tombe ancienne, jadis submergée, aux parois gravement endommagées. Pourtant, ce qu'ils y ont découvert atteste qu'il s'agit bel et bien du tombeau d'un des pharaons les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne. Les archéologues le recherchaient depuis des décennies, sans jamais soupçonner qu'il renfermait de si précieux vestiges. Avançons dans le temps. À l'issue d'un examen approfondi du site, les autorités égyptiennes ont enfin officialisé la découverte du tombeau du roi Thoutmôsis II. Il s'agissait de la dernière sépulture manquante de la 18e dynastie égyptienne, qui s'étend de 1550 à 1292 avant notre ère. C'est également la toute première sépulture royale exhumée depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, survenue en 1922, soit plus d'un siècle auparavant. C'est une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et britanniques qui a mis au jour ce tombeau, niché dans les montagnes thébaines à l'ouest de Luxor, non loin de la célèbre vallée des rois. Jusqu'alors,
Le site était simplement connu sous le nom de tombe C4. Mais les fouilles ont permis de rassembler des preuves irréfutables qu'il appartenait au roi Thoutmôsis II. En réalité, l'entrée du tombeau ainsi que son couloir principal avaient été identifiés dès 2022. Cependant, les premières hypothèses penchaient pour la tombe d'une reine, en raison de sa proximité avec les sépultures des épouses de Thoutmôsis III. Elle se trouvait également non loin de la tombe de la reine Hatshepsut, qui, à l'origine, lui avait été destinée alors qu'elle n'était encore qu'épouse royale. Sa destinée prit un tournant inattendu lorsqu'elle accéda au trône. Mais nous reviendrons plus tard sur cet épisode singulier. Bien vite, les chercheurs ont compris que leur découverte revêtait une importance capitale. Ils mirent au jour des vases en albâtre, frappés du nom de Thoutmôsis II, accompagnés de l'inscription « Roi défunt ». C'est là qu'ils comprirent qu'ils se trouvaient dans le véritable tombeau du souverain. Hélas, cette tombe n'a pas échappé aux affres du temps. D'après le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptiennes, également à la tête de l'équipe nationale d'archéologues, le tombeau a subi des ravages considérables à la suite de violentes crues survenues peu après la disparition du pharaon. Les eaux ont envahi la chambre funéraire, entraînant sans doute la destruction ou la dispersion d'un grand nombre d'objets d'origine. Une large part des éléments qui se trouvaient autrefois à l'intérieur a été transférée ailleurs dans une tentative de préservation. Les archéologues ont mis en évidence une architecture plutôt classique, une entrée et un couloir incliné menant à la chambre funéraire. Ce couloir, enduit d'un épais plâtre blanc, s'élevait à environ 1,40 m par rapport au niveau du sol de la salle principale. Un large escalier et un impressionnant corridor en forte pente témoignaient de la solennité du tombeau. La progression s'est révélée longue et difficile, car l'accès était encombré par des amas de débris charriés par les inondations et des effondrements. Ce n'est qu'après avoir rampé sur une dizaine de mètres dans un passage étroit, ne laissant qu'une ouverture de 40 cm au sommet, un supplice pour les claustrophobes, que l'équipe a enfin pu pénétrer dans la chambre funéraire. Mais une surprise les y attendait. Une fois les gravats dégagés, les chercheurs s'attendaient à tomber sur les vestiges écrasés d'une sépulture. Pourtant, à leur grande surprise, la chambre était entièrement vide. Et nul acte de pillage n'était en cause. Le tombeau avait été volontairement vidé. Ils comprirent bientôt qu'il avait été inondé depuis sa création, en contrebas d'une chute d'eau. Cela serait survenu quelques années à peine après la mise au tombeau du souverain, obligeant les prêtres à transférer son corps et ses objets funéraires ailleurs. C'est précisément ce qui expliquerait la présence d'un second couloir. Il aurait vraisemblablement été aménagé pour permettre le retrait du corps de Thoutmôsis II de la tombe submergée. En dépit des dégradations, l'équipe archéologique a mis au jour des trouvailles fascinantes. Des traces de mortier ornées d'inscriptions bleues, d'étoiles jaunes, ainsi que des fragments du livre de l'Amduat, l'un des textes funéraires majeurs de l'Égypte ancienne. Ce recueil visait à guider le défunt dans l'au-delà, assurant la réussite de son périple souterrain. Jetons plutôt un œil à la 18e dynastie égyptienne. Elle fut marquée par l'expansion militaire, l'agrandissement de l'empire et la construction de monuments saisissants. Parmi les figures les plus emblématiques de cette époque figurent Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, deux souverains guerriers qui ont laissé une empreinte durable dans l'histoire. Thoutmôsis Ier, stratège redoutable, mena des campagnes décisives, étendant les frontières du royaume jusqu'à la 4e cataracte du Nil. Ces victoires ouvrirent à l'Égypte de nouveaux circuits commerciaux, consolidèrent ses alliances et accrurent sa prospérité. Leur importance fut telle qu'elles furent gravées dans les tombeaux de ces hauts dignitaires. Thoutmôsis III, surnommé parfois le Grand, alla encore plus loin. Brillant stratège, il fut d'abord général sous la reine Hatshepsut avant d'accéder lui-même au trône. Il mena entre 17 et 20 campagnes militaires, toutes victorieuses, propulsant l'empire à son apogée. Il est également à l'origine de la toute première marine connue. Thoutmôsis III demeure, à bien des égards, le plus grand pharaon guerrier d'Égypte. Entre ces deux géants, Thoutmôsis II apparaît comme une figure bien plus discrète. L'éternel cadet, peut-être? Son règne, long d'environ 5 ans, prit fin vers 1479 avant notre ère, lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans. Il reste entouré de mystères. Ses réalisations sont inconnues et l'emplacement de sa sépulture demeura introuvable pendant plusieurs siècles. Le corps de Thoutmôsis II a été découvert au XIXe siècle. Il reposait simplement dans le temple mortuaire de Deir el-Bahari, dissimulé dans une chambre secrète où les prêtres avaient pour coutume de cacher les momies royales.
bien après le pillage de leur sépulture d'origine. En d'autres termes, cela signifie qu'à un moment donné, son corps a été déplacé pour le mettre en sécurité. Durant sa vie, Thoutmôsis II joua au moins un rôle décisif dans l'histoire égyptienne. Il épousa sa demi-sœur, Hatshepsut. Ce mariage, en apparence anodin, permit à cette dernière de devenir la plus grande pharaone d'Égypte après sa mort. Le revers, elle évinça son beau-fils, Thoutmôsis III, du trône pendant des décennies. Une fois au pouvoir, ce dernier fit effacer son nom par rancune. Et pourtant, Hatshepsut figure parmi les plus grands souverains de toute l'Égypte, hommes et femmes confondus. Elle enrichit considérablement le royaume, tant sur le plan économique qu'artistique. Elle organisa notamment une grande expédition commerciale vers le mystérieux pays de Punt, d'où elle ramena de l'or, de l'ébène et de l'encens. Soucieuse de marquer les esprits, elle fit ériger des monuments grandioses, dont plusieurs subsistent aujourd'hui. À Karnak, elle fit dresser d'imposants obélisques, l'un d'eux est toujours debout. C'est aussi elle qui fit construire le temple de Deir el-Bahari, aux innombrables colonnes, où elle fut ensuite inhumée. Fait marquant. Hatshepsut fut souvent représentée dans les arts comme un homme, arborant musculature et barbe postiche, selon les conventions réservées aux pharaons. Toutefois, elle tenait à ce que son identité féminine ne soit jamais totalement effacée, et se faisait notamment appeler fille de Ré ou Sa Majesté elle-même. À sa mort, en 658 avant Jésus-Christ, l'Égypte ne connaîtrait plus de souveraine aussi puissante avant l'arrivée de Cléopâtre, quelques 14 siècles plus tard. D'après le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, le nom d'Hatshepsut figure bel et bien dans le tombeau de Thoutmôsis II, ce qui laisse penser qu'elle aurait elle-même supervisé les funérailles de son époux. Quant à leur lieu de dernier repos, Hatshepsut se trouve dans la célèbre vallée des rois, tandis que la momie de Thoutmôsis II est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne, aux côtés d'autres souverains. Les visiteurs ont ainsi l'occasion rare de contempler les restes d'un pharaon longtemps tombé dans l'oubli. La découverte de ce tombeau est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années. Les objets exhumés sur le site apportent de précieuses précisions sur l'histoire de la région, ainsi que sur le règne de Thoutmôsis II. Bien que l'architecture du tombeau demeure relativement sobre et reprenne les lignes classiques que l'on retrouvera chez les souverains suivants, sa valeur historique reste incontestable. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont loin d'être terminées. Les archéologues se penchent désormais sur une autre énigme. Qu'est-il advenu du contenu manquant de la tombe? L'équipe est résolue à poursuivre ses recherches. Peut-être découvriront-ils encore d'autres secrets enfouis depuis des millénaires sous les sables d'Égypte? Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée.
À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leur tombe afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment,
Nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin.
Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors, et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens.
Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes. Alors laissons-leur des instructions détaillées. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du Sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystères. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue.
Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bach-Plémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symbole des deux côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade. Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'Étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère.
et est souvent comparé aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Comme nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires, un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'il n'était connu que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme, et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Tétinébefu. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'étaient les derniers instants de l'ancien empire égyptien. Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient. Le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait, les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse, à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps. Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée, gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Tétinébefu. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Tétinébefu était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable
Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de « dentiste en chef », une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient mandat multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes. On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébeu-Fou maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébeu-Fou aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps. Mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun. De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui. Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pinces, fils de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies, réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs. Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux.
Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine.